Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une interview en français et j'invite Christina. Donc Christina est la femme d'un expatrié, donc elle a suivi son conjoint qui a eu un poste à l'étranger, mais Christina est aussi maman de deux petits-enfants. Donc dans cette vidéo, on va parler de la réalité et des clichés de la femme d'expatrié, les problématiques que ces mères de famille rencontrent quand il s'agit de la scolarité, de l'éducation des enfants, spécialement dans un pays où on ne va pas forcément parler français. On va parler des côtés positifs, des côtés négatifs, de la checklist de la mère de famille et comment choisir idéalement son pays d'expatriation. On va aussi parler de la réalité d'élever un enfant à l'étranger et vous verrez le concept de l'enfant burger. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo avec Christina. C'est parti! Merci Christina d'accepter mon invitation pour partager de ton expérience d'expatriée, surtout de femme d'expatriée et de maman expatriée à l'étranger. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de toi? Quel a été ton parcours qui t'a conduit justement à cette aventure à l'étranger? Alors, merci de m'accueillir sur ta chaîne, Guillaume. Donc, je suis expatriée depuis déjà plus de 10 ans. J'ai suivi mon mari à l'étranger qui avait une opportunité professionnelle et au départ, ça ne devait être que temporaire, que 2 ans. Donc, à l'époque, j'avais donné naissance à notre premier enfant, un bébé de 3 mois, et donc on est parti à Madrid pour 2 ans. J'avais pris un congé parental. On est revenu en France et là, je croyais que c'était terminé pour nous, l'expatriation. Et en fait, on est reparti en Suède de 2 ans. On est revenu en Suède, en France 2 ans. Là, le bébé numéro 2 est né et on est reparti en Angleterre. Donc là, c'est vraiment un résumé de la situation, mais ça résume en rien voilà, les difficultés, les questionnements qu'on a pu avoir. Lui, au niveau professionnel, parce que au niveau carrière, il a dû repartir pour pouvoir continuer à avoir un poste intéressant dans son groupe. Sinon, il partait en plan social. Et moi, de l'autre côté, ça a été une quête personnelle, une quête professionnelle, parce qu'en Suède, j'ai essayé d'apprendre le suédois. Et quand on apprend une langue, c'est long, hein, on le sait. Et au moment où j'avais réussi à passer un entretien pour avoir un poste, on a dû repartir. Donc, j'ai juste eu le temps d'apprendre le suédois. Et puis, il nous a fallu repartir, rentrer en France. Ok, donc tu as fait plusieurs pays, tu as suivi ton mari au début et puis finalement, donc, tu nous as un petit peu partagé ces hauts et ces bas que tu as eus durant ton expatriation. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails et justement, quelle est cette réalité de femme d'expatriée? Moi, j'ai beaucoup autour de moi ici, pas forcément des collègues, mais autour de moi, je vois des expatriés et souvent leurs compagnes ils n'ont pas forcément de travail. Ces cadres-là, souvent qui sont expatriés en Asie, ont plutôt des bons postes. Donc la femme est souvent dédiée à s'occuper de la famille et n'a pas forcément beaucoup de choses à faire en parallèle de son temps de libre. Est-ce que tu peux un peu nous partager ce qu'elle a été cette réalité pour toi et puis ce cheminement aussi personnel qui t'a ensuite conduit à créer quelque chose un peu pour toi, une petite aventure entrepreneuriale? Pour moi, au départ, c'était une parenthèse, mais et franchement, j'avais pas forcément envie d'expatriation. Enfin, je rêvais pas d'expatriation. Je sais qu'il y en a qui rêvent justement et qui idéalisent beaucoup. Moi, j'étais consciente dès le départ qu'au niveau professionnel, ça allait être déjà compliqué de revenir dans mon entreprise, de me retrouver un poste. Et j'ai eu raison puisque j'ai été cataloguée comme touriste. Donc, j'étais très réaliste sur ça. Moi, au niveau professionnel. Au niveau personnel, c'était la première fois que je me retrouvais sans travailler et de se retrouver à la maison, voilà, à s'occuper des courses, du ménage, du bébé. Euh, c'est quelque chose qui est assez difficile quand ça n'est pas assumé, on va dire. Il y a des personnes, au contraire, des femmes qui vont partir en expatriation pour retrouver ce temps familial, pour voilà, peut-être faire une pause dans leur carrière et vraiment elles sont
en phase avec cette décision-là, avec cette vie-là. En fait, ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et en Suède, j'étais dans l'état d'esprit de je vais retrouver un travail et à tout prix, j'ai envie de vivre cette expérience aussi pour moi au niveau professionnel. Et puis, patatras, il nous a fallu rentrer. Donc, pour moi, beaucoup de frustration. Et c'est en Suède où je me suis rendu compte que il y avait effectivement un monde de femmes d'expat qui profitaient. Donc, le côté un peu cliché de la femme qui en profite, qui va prendre des cafés avec les copines, qui va juste s'occuper de la maison et de sa famille, ce qui est pas mal aussi, parce que le faire bien, c'est pas simple, j'en sais quelque chose aujourd'hui. Cette réalité-là, elle existe, mais ça n'est pas tout. Il y a beaucoup de souffrance chez les personnes qui suivent leur conjoint à l'étranger, de frustration. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel elles partent. Et ça, j'en parle dans mon podcast Expat Heroes, où j'interroge des femmes qui en fait, face à à la fois conscientes de la chance qu'elles avaient de vivre cette aventure, d'avoir plus de temps pour leurs enfants, pour leur famille, mais aussi conscientes et frustrées du manque de dynamisme professionnel, d'avoir peur d'avoir un trou dans son CV. Et voilà, elles étaient dans cette ambivalence-là et elles se sont réinventées, et ça a été mon cas aussi. Je me suis aussi réinventée au niveau professionnel, chose que j'aurais peut-être pas fait en France, parce que je serais restée dans le schéma classique. Je fais mes études, voilà, j'ai un poste en CDD, puis en CDI, et je suis contente dans ma boîte, et voilà, et j'ai mes avantages, et je suis un peu la route toute tracée en fait que la société attend de moi, et l'expatriation vient bousculer tout ça. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant que ça ait finalement eu un effet déclencheur, que t'étais pas forcément né entrepreneur, et c'est finalement en étant dans ces challenges et ce questionnement interne qui t'a en fait conduit à lancer ton podcast. On en parlera un petit peu plus tard. Et je pense que c'est un très beau cheminement personnel, et aussi d'avoir trouvé quelque chose qui résonne avec tes valeurs et ce que tu veux. Donc c'est intéressant. Si on peut maintenant parler un petit peu de la checklist de la maman expatriée. Je suis un peu mal placé pour en parler puisque je n'ai pas encore d'enfants, mais je veux dire, si comme ça tu as envie de partir à l'étranger, jeune maman, ou alors tu projettes d'avoir par exemple des enfants à l'étranger, quelle serait pour toi la checklist idéale du pays qui résumerait un petit peu et qui aurait l'ensemble des critères que la maman expatriée souhaiterait avoir? Euh, déjà, enfin, c'est vrai qu'on pense souvent en termes de liste de critères. Après, il ne faut pas oublier l'étape précédente, qui est de se dire, OK, pourquoi je pars et qu'est-ce que je cherche là-bas? Donc, si tu veux, si la personne qui nous regarde veut retravailler, eh ben, il faudra qu'elle trouve une destination où, pour une femme avec une famille, c'est facile et pas mal vu de retravailler. Où il y a une garde d'enfants qui est pas chère et qui va lui permettre vraiment de s'éclater au niveau professionnel. Ici, en Angleterre, ben, on peut retravailler, mais ça coûte un bras de pouvoir faire garder ses enfants. Donc moi, le calcul était vite fait, et je me suis dit non, mais je vais pas, voilà, je veux pas retravailler. Je vais en profiter pour faire un autre projet. Ensuite, ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est pour les enfants, plus tard, dans quel système scolaire je vais les mettre. Si vous avez en ligne de mire, si vous souhaitez à l'avenir revenir en France, si c'est vraiment une parenthèse et que ce n'est pas une immigration à l'étranger, à ce moment-là, il faut faire attention à choisir une destination, si possible, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais si possible, où il y a un lycée français. Attention au lycée français, parce qu'on est dans le schéma où c'est français, on est français, ça va être gratuit pour nous. Pas du tout, ça coûte une fortune aussi de mettre ses enfants au lycée français. Donc ça, c'est à compter aussi dans le budget. En fait, c'est plus une question d'envie aussi
pour la suite et qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans cette expatriation. Il y a aussi la question du logement. Est-ce que vous souhaitez vivre l'expérience à fond et être immergé dans la culture du pays? À ce moment-là, vous allez éviter à tout prix, et il y en a plein qui le font, et moi la première, éviter le quartier des Français parce que vous avez envie de vivre une immersion totale dans la culture. Et c'est différent parce que forcément, aller dans un pays et côtoyer des Français tous les jours, on rate une partie de l'expatriation. Et l'un des éléments indispensables, c'est d'apprendre la langue. On peut partir en expatriation sans apprendre la langue, mais c'est vraiment dommage. Là encore, on imagine une famille ou une personne qui souhaite aller s'expatrier et qui reste dans le quartier français à vivre à la française. J'ai envie de dire à quoi ça sert? Peut-être juste pour avoir la météo qui est agréable, peut-être, je pense en Asie ou en Amérique du Sud, mais c'est vraiment dommage. Donc apprendre la langue, ça va en fait ouvrir, parce que quand on s'expatrie, on voit les paysages sont différents, les odeurs, les sons, tout ça est différent. La langue qu'on va entendre, ce qu'on va voir, mais il y a aussi ce qu'on va comprendre aussi de la culture. Et la langue, c'est une ouverture aussi à la culture du pays. Les expressions ne sont pas les mêmes, les traditions ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, pour vivre l'expatriation à fond, selon moi, il est indispensable d'apprendre la langue. Alors, il ne faut pas se mettre la barre non plus très très haut, c'est-à-dire devenir bilingue, ça prend peut-être 10 ans, je ne sais pas. Mais voilà, au moins pouvoir s'exprimer, comprendre les autres, comprendre le monde qui nous entoure, dialoguer, ça semble essentiel. Ouais. Ok, intéressant. Donc, la langue, c'est pour toi un critère important. Donc, l'apprendre, si on ne la maîtrise pas, bon, là, aujourd'hui, tu es en Angleterre, donc, bon, l'anglais, j'imagine, c'est assez facile, même pour trouver une scolarité pour tes enfants qui soient françaises et anglaises. Tu n'as pas parlé, par exemple, de la sécurité. Est-ce que tu rajouterais ça comme critère, aller dans un pays ou être dans un quartier qui a de la sécurité pour ta famille, pour tout ce qui est question assurance? C'est des choses aussi que tu rajouterais dans ta checklist, comme on a dit, Ouais. d'expatriés? C'est vrai que c'est un critère que j'ai pas forcément en tête parce que j'ai été expatriée qu'en Europe, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que de se dire j'ai envie de vivre comme les locaux, c'est pas toujours possible. J'ai une amie qui est expatriée au Guyana, le Guyana qui est un petit territoire en Amérique du Sud, et elle ne se sent pas en sécurité et parce qu'elle est blanche et qu'elle est une femme, voilà, une femme blanche. Donc, elle se sent en sécurité quand elle a son enfant, parce que les gens ne vont pas l'agresser parce qu'elle est avec son enfant, mais autrement, elle ne se sent plus libre comme avant, d'aller se balader toute seule, d'aller voilà, explorer. Donc oui, c'est un critère, bien sûr, oui, oui, aussi. Mm. Ouais, on n'a pas trop ça en Asie, la sécurité. C'est vrai que moi, j'ai vécu au Cambodge, en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé, au Laos et là au Vietnam depuis un petit moment. Mes amies femmes autour de moi, étrangères, ne se sentent pas forcément en insécurité ici. J'ai pas mal d'amis qui ont traversé tout le pays toutes seules, qui ont soit loué des motos et sont partis seuls ou en petits groupes. Et c'est vrai que c'est un avantage qu'on a quand même ici dans ce coin d'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas forcément toute l'Asie, mais en tout cas, dans ce coin d'Asie du Sud-Est-là, la sécurité est plutôt présente, chose qui, des fois, les étrangers pourraient avoir cette idée reçue que pays sous-développé rime avec pays insécure. Ce n'est pas le cas du tout. Tu n'as pas mentionné aussi la proximité avec la France. Est-ce que toi, d'être à Londres, avant en Suède, c'était quand même un critère que tu avais avec ton mari à l'époque de te dire, OK, c'est quand même une destination qui est proche de la France, donc quand on a besoin de venir voir les grands-parents, de venir passer du temps en France pendant l'été, c'est quelque chose quand même que vous aviez apprécié à ce moment-là? Oui, oui, oui. Mais c'est même à l'avenir, on parle bien sûr de l'avenir et c'est une condition sine qua non entre nous, c'est-à-dire que
J'ai dit à mon mari, si tu as une proposition ailleurs, je ne te suis pas. Parce que voilà, j'ai des parents vieillissants, qui commencent à avoir des problèmes de santé. Je ne veux pas être loin d'eux. Après, pendant la pandémie, le Royaume-Uni a été complètement coupé du reste du monde au niveau voyage. On était logés à la même enseigne que les États-Unis. Donc, en fait, proche ou pas proche, c'est aussi, j'en prends conscience maintenant, c'est la stabilité politique aussi. Le gouvernement au pouvoir qui peut être important aussi à regarder de plus près dans son choix de destination. Ensuite, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire que nous, on part dans le cadre de contrats d'expatriation. On n'a pas un choix, c'est un peu le jeu des chaises musicales entre les différents responsables. Euh, on n'a pas beaucoup de choix, en fait. On peut émettre des souhaits, mais après, on nous dit, bon, bah, vous allez à tel ou à tel endroit. Et j'envie souvent la liberté voilà, de ceux qui ne sont pas enchaînés à un contrat ou à une entreprise pour leur expatriation. Et il y a plus de risques pour eux, c'est certain, mais ils font le choix vraiment d'une destination, coup de cœur. C'est un projet qui vient vraiment des tripes beaucoup plus que bah, des personnes qui partent en expatriation. Certes, oh, c'est l'envie de la découverte, mais on leur suggère ça. Voilà, c'est pas la même chose, je trouve. Oui, c'est intéressant que tu le mentionnes, Christina, parce que c'est vrai que moi, sur Move to Asia, j'ai plus, on va dire, des jeunes. Donc, soit c'est des personnes qui peut-être ont déjà une activité sur Internet, ou alors peut-être des personnes en couple qui ont 35, 40 ans et qui, des fois, sont lassées de leur situation actuelle et cherchent quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai que souvent, c'est aussi cette volonté première de venir en Asie et de venir, entre guillemets, déconnecter et être dans une culture qui soit très différente de ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Donc, c'est un profil, comme tu l'as mentionné, qui est très, très différent, en tout cas l'audience qui suit un peu Move to Asia. Mais c'est intéressant que tu l'aies mentionné. Est-ce qu'on peut maintenant un petit peu parler de la partie être français à l'étranger? Tu as parlé brièvement qu'on va choisir peut-être ou pas d'être dans un quartier français. On va choisir ou pas d'inscrire ses enfants dans une école internationale. J'imagine que c'est plutôt positif pour l'enfant d'être comme ça baigné dans une culture qui est complètement différente. Il a peut-être autour de lui, moi je vois ici au Vietnam, ils ont des amis coréens, japonais, vietnamiens forcément, et quand ils sont français, ben, tout de suite c'est un monde bien plus important qui s'ouvre à eux. Donc ça, on va dire, c'est les côtés positifs. Est-ce que tu peux aussi nous parler des choses un petit peu plus délicates que sont d'élever un enfant français à l'étranger? Ouais. Alors oui, les côtés positifs, je l'ai vu dès les premières années en fait. Mon grand, il a vécu toute sa vie à l'étranger finalement. Il a vécu plus de temps aujourd'hui à l'étranger qu'en France. Et quand on revenait, j'ai vu chez lui voilà cette ouverture d'esprit, cette curiosité d'aller vers les autres, pas beaucoup de timidité finalement, et voilà, pas beaucoup de méfiance, une grande tolérance vis-à-vis de la différence. C'est surtout ça. Et ça, c'est une très grande richesse de pouvoir apporter ça à ses enfants. Euh, et quand on a fait le choix de vivre en Angleterre, c'était pas anodin. Hein. On avait fait une liste de critères. Est-ce que je pouvais retravailler? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop encore. Est-ce que les enfants, c'était surtout le critère numéro un, c'était les enfants vont être bilingues. Et ils sont bilingues parce on a fait le choix de les mettre en école locale. Alors, nous, on ne vit pas à Londres. Hein. Le lycée français, il est à Londres. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs à Londres, tellement la communauté française francophone est importante là-bas. Mais moi, je vis dans les Midlands et c'est vraiment... Enfin, il y a des associations, donc il y a des associations françaises qui montent des petites écoles qui vont faire classe le samedi matin. Mais ça ne remplace pas, voilà, ça remplace pas une scolarité à la française les trois quarts du temps. J'ai envie de dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le beurrier, enfin le plat. Euh, enfin, nous, on a choisi ça. Ils sont bilingues aujourd'hui. Après, la contrepartie, c'est, bah là, mon petit il commence à avoir des petites... il commence à bégayer de temps en temps. Donc, on sent que, bah, oui, au niveau du langage, dans sa tête, ça se mélange. Alors lui, tu disais, tu citais l'exemple d'enfants qui baignaient dans un univers un peu international. Nous, ce n'est pas le cas ici parce que bah, c'est le seul étranger de la classe.
Voilà, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que bah, c'est le petit français. En plus, on a des origines portugaises, donc ils ne savent pas trop. Ils ont des prénoms portugais, donc c'est bizarre pour les Anglais parce qu'ils imaginent le français, voilà, Pierre Dupont, voilà, avec un nom comme ça, et nous, on a un nom étranger. Donc il faut, chaque fois qu'on les rencontre aussi, c'est réaffirmer cette origine-là, de dire oui, on est français, et de leur réexpliquer que bah, en France, il y a eu des immigrations successives et que voilà, on est le produit de cette immigration-là. Donc c'est vivre à l'étranger avec des enfants, c'est aussi réaffirmer son identité. Et je me suis jamais sentie autant française qu'ici. Donc il y a les enjeux, je dirais, pour les enfants, c'est la langue, bien sûr. Donc conserver, essayer de maintenir le français. La contrepartie, c'est acquérir une ouverture d'esprit incroyable et puis de leur apporter le bilinguisme. Mais l'enjeu de l'autre côté, c'est d'apporter aussi le français, de continuer à l'apporter. Et surtout quand les enfants sont en école locale ou internationale, parce que c'est aussi, on a envie qu'ils se sentent quand même français, on a envie de leur transmettre cette culture-là. Et moi, ce que j'ai fait au début, parce que je me disais, on va revenir en France à un moment donné, je veux que mes enfants puissent retourner dans le système français sans difficulté. Donc, je leur faisais des cours de français à la maison, en plus. Donc, ça, c'est lourd. On n'en a pas forcément conscience au début. Il y a des solutions qui existent, d'écoles à distance et de programmes qui sont vraiment faits pour les expatriés, pour les enfants expatriés, pour pas que ce soit plus lourd, hein. En plus d'une scolarité complète à l'étranger, de rajouter le français, c'est quand même un effort. Il y a des solutions qui existent. Donc il y a l'école du samedi matin qui peut être faite aussi. En fait, ça dépend si la famille qui part à l'étranger souhaite réintégrer leur enfant dans le système français. Nous, ça fait 5 ans en fait qu'on vit en Angleterre. Et là, mon grand commence à être au collège. Et le système est différent ici, c'est-à-dire qu'il prépare au GCSE, et, qui est l'équivalent du brevet. Mais le GCSE a une importance vraiment capitale pour la suite de l'orientation de l'enfant. Donc on se dit, ouh là là, notre grand là, il va être en train de préparer ses GCSE. Ce serait une bêtise monumentale de le sortir du système british. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de les laisser en fait, de les laisser dans ce système-là, où qu'on soit, même si on rentre en France, de les laisser dans le système, dans une école britannique, ou alors qu'on ait les deux, quoi. Ça existe aussi des écoles internationales qui préparent au GCSE et qui préparent aussi au brevet. Donc voilà, on en est dans notre réflexion. Donc c'est bien plus complexe qu'on ne le pense au départ, et c'est OK de changer d'avis au début. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais persuadée, je dis, non, 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 mais on les remettra dans le système français. Et puis, plus le temps passe, ça fait 10 ans maintenant qu'on est expatriés, je me dis, non, ils ne seront pas comme nous. C'est OK, ils ne feront pas le bac, ils feront ce qu'ils ont envie parce qu'on leur a offert une telle ouverture. On les laisse dans le système britannique parce que ils ont baigné dedans et que ce serait voilà, leur mettre des bâtons dans les roues que de les changer de système aujourd'hui. Ils feront eux-mêmes leur propre choix finalement. Et c'est d'accepter ça aussi. C'est que c'est plus des petits Frenchies, c'est des petits British là qu'on a à la maison. Donc il faut l'accepter aussi, que cette ouverture qu'on leur offre, ça apporte de la complexité, mais on en fait des citoyens du monde maintenant. Ce ne sera plus des petits Français. Okay. Ouais, intéressant, Christina, de partager forcément, il y a tout le côté positif, j'imagine, d'élever des enfants à l'étranger, puis il y a un peu ces côtés où des fois, ça ne doit pas être vraiment facile, comme tu dis, voilà, est-ce que c'est des petits Frenchies, est-ce que c'est des petits Anglais, ils doivent toujours être un peu le cul entre deux chaises et de dire, ouais, mais ça c'est français, ça c'est plus british. Donc j'imagine un peu le parcours que tu as. Pour juste rebondir sur... Ouais, vas-y. Pardon, je peux juste rajouter un élément, parce qu'on parlait d'identité tout à l'heure. Il y a un point que j'ai découvert avec le temps, c'est que ton enfant, à un moment donné, va te dire, mais en fait, je suis français, ou je suis anglais, ou je suis, voilà, je sais pas, vietnamien, je suis quoi, en fait?
Et donc, tu lui expliques, tu lui dis, ben, en fait, tu es né, voilà, tu es né en France ou tu es né ailleurs, donc tu as ça, tu as cette identité-là, mais tu as d'autres choses. Et j'ai essayé de rechercher s'il y avait des mots ou des experts qui nommaient ce phénomène-là. C'est ce qu'on appelle les enfants de la troisième culture. Et j'ai rencontré une personne admirable qui s'appelle Florence Chaberdière, que j'ai interviewée dans mon podcast, qui explique qu'en fait, les enfants, ces enfants citoyens du monde là qu'on élève, ce sont en fait des burgers. Alors, c'est très bizarre comme concept, mais tu vas comprendre. C'est qu'en fait, le pain du burger, c'est la nationalité de leur passeport. Donc, moi, c'est du pain français, d'accord. Mon grand, il a vécu en Espagne, donc il peut rajouter voilà, une omelette, enfin voilà, des œufs à son burger, pourquoi pas. Il a vécu aussi en Angleterre, il va rajouter du cheddar. Et puis, on est d'origine portugaise, donc pourquoi pas un peu de morue. Voilà. Donc, tu vois, voilà, en fait, ton identité, elle change, elle est multiculturelle et c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec ça et avec toute la richesse que t'apporte tel, tel ou tel pays. Et nous, en tant qu'adultes, c'est plus complexe pour les enfants parce qu'ils construisent leur identité à cet âge-là. Mais pour nous, adultes, c'est pareil. Moi, je prends le meilleur de ce que j'ai appris de telle ou telle culture. Le pragmatisme des Anglais, j'adore leur humour. Voilà, le sourire et l'aspect détendu des Espagnols, l'égalité homme-femme des Suédois. Leur intégration, leur système d'intégration incroyable des étrangers. Enfin, on s'enrichit de tout ça et les enfants aussi. Donc c'est dur, mais il faut juste leur expliquer et épouser ça, en fait. Vraiment l'accepter. Ok, et puis même, j'imagine, d'un point de vue de l'enfant, c'est ça, d'être dans cette variété. De base, il gagne 3, 4, 5 ans sur son âge, en fait. Là, j'ai vu des enfants français au Vietnam dans une salle de sport, en fait. Donc, il y avait un petit de 8 ans qui était vietnamien, un petit de la famille de ma copine, et il y avait un enfant du même âge, français-belge, je crois. Et tout de suite, on a vu dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière de nous parler, nous, en tant qu'adultes, de demander des choses, que forcément, l'enfant mix ou l'enfant étranger dans cette culture vietnamienne avait beaucoup plus de confiance en soi, forcément parler tout de suite un petit peu de vietnamien, un petit peu d'anglais, un petit peu de français. Et donc, il avait tout de suite plusieurs années d'avance. Donc, je pense que c'est intéressant. Après, le côté négatif aussi, j'ai une copine ici qui est orthophoniste, donc qui est orthophoniste au Vietnam. Et elle a aussi, elle me dit, beaucoup d'enfants, soit mix, soit français, qui sont au Vietnam, et où en fait, ils rencontrent aussi ces problèmes de bégaiement, ou alors ils mélangent les mots. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Christina, c'est aussi, j'imagine, quelque chose qui est connu de cette communauté d'expatriés, que quand ils apprennent 2, 3 langues en même temps, forcément, des fois, ils mélangent les B, les P, ou alors ils mélangent les mots. Mais elle me disait que c'est pas irréversible, c'est juste, ils ont un petit peu de retard au début, mais après, de toute façon, c'est quelque chose qui gagne beaucoup d'avance sur les autres enfants. En fait, pour les aider, c'est très simple. Pour les aider, c'est ce qu'on nous dit, c'est parler un endroit, une langue, une personne, une langue. C'est-à-dire que nous, à la maison, on parle français. On rentre à la maison, on parle français. À l'extérieur, à l'école, c'est anglais. Et les papis-mamies, c'est portugais. Voilà, donc ils en ont 3. Et je pense que le bug, entre guillemets, de mon petit, là, ce petit bégaiement, je sais qu'il n'a pas de problème à l'école du tout, mais c'est arrivé juste après les vacances. C'est-à-dire qu'on revenait du Portugal. Donc, je pense que son cerveau a juste mis un peu de temps à se reset, quoi, à se remettre à jour. De toute façon, même pour nous, je ne sais pas, quand tu rentres en France, mais moi, quand je rentre en France, j'ai toujours quelques jours qui sont un petit peu difficiles. J'ai soit les mots vietnamiens, soit les mots anglais qui me viennent en premier, et puis le mot en français qui vient un petit peu après. Donc, j'imagine des enfants comme ça qui ont l'esprit encore plus malléable et puis qui apprennent tout le temps. J'imagine qu'ils ont encore plus ces problématiques-là. Est-ce qu'on peut maintenant… Entre expats, pardon, ils appellent ça l'effet Jean-Claude Van Damme, juste pour la petite blague. Ah oui. Okay. Tu l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure, les services. Donc, je sais qu'ici au Vietnam, j'ai soit des amis qui sont en couple qui ont décidé d'avoir des bébés au Vietnam,
ou soit des amis aussi qui n'avaient pas forcément envie. Et puis finalement, le malheur ou le bonheur des choses a fait la copine est tombée enceinte et finalement, ils vont avoir un enfant au Vietnam. Et après s'être renseignés, ils se sont dit qu'en fait, ici, il y a énormément de services qui sont tournés pour ces personnes-là. Donc, on peut très facilement avoir des maids à la maison, avoir des profs d'anglais pour le soir, avoir des nounous qui s'occupent de nous aider après quand le bébé est petit. J'imagine, donc ça, c'est un peu ce qu'on a ici en Asie. On a ici au Vietnam beaucoup des Filipinos, donc des personnes des Philippines qui travaillent ici. À Hong Kong, c'est le cas aussi, en général, dans l'Asie du Sud-Est ou en Asie en général, c'est ça. Quelle est la situation en Europe ou dans des pays un peu plus développés? Comment, en fait, vous faites? J'imagine que vous avez des packages d'expatriés, mais qui ne couvrent pas tous ces frais-là annexes, qui sont bien plus chers, par exemple, en Angleterre. Donc, comment vous jonglez En fait, moi, je me suis fait la réflexion, mais finalement, voilà, je vais rester à la maison, je vais m'occuper de mes enfants, les récupérer à l'école. En plus, l'école finit super tôt, donc en frais de nounou, c'est astronomique. Enfin, ils finissent à 3 heures, quoi. Donc, et avec la pandémie qui est arrivée, j'étais contente voilà, finalement, d'avoir fait ce choix-là aussi. C'est compliqué. Après, c'est un choix à faire, hein. Moi, j'ai une amie qui a fait le choix de retravailler. Elle a 4 enfants, hein. Donc, elle a pris une nounou à la maison qui les gère, mais elle me dit, tout mon salaire y passe. Mais pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de retravailler, je le sais. Parce qu'elle a été, voilà, elle a été aussi à la maison longtemps et elle ne se sentait pas bien. Donc, on dit souvent, on met tout le temps l'enfant au cœur en se disant c'est important, les enfants, ils ont besoin d'un parent à la maison, etc. Mais est-ce qu'il vaut mieux qu'ils aient une maman frustrée à la maison ou moins voir leur maman, mais qu'elle soit contente et heureuse de passer du temps avec eux quand elle rentre du travail? Voilà. Donc en fait, ça rentre dans la balance, mais aussi, au final, cette situation, moi, m'a permis de me rendre compte que j'aime ça. C'est-à-dire, c'est le meilleur moment de ma journée, c'est quand je vais récupérer mon fils à l'école. Et je n'en aurais pas pris conscience si j'étais restée dans le schéma traditionnel. En fait, j'ai toujours travaillé, donc je vais chercher du travail. J'arrive à l'étranger, je recherche du travail, c'est mon premier réflexe. Pas forcément, voilà. Ça permet de faire le point sur sa vie, sur ce qu'on a envie aussi en tant que parent. Après, évidemment, il faut qu'il y ait un salaire qui rentre, hein. Et si mon mari n'avait pas voilà, le salaire qu'il a aujourd'hui, je ne pourrais certainement pas le faire. Donc, voilà, j'ai conscience de cette chance, on va dire. Ok, c'est une excellente transition, Christina, sur justement ce côté un peu entrepreneuriat personnel que tu fais, ce podcast Expatero que tu as lancé. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de toutes ces interviews que tu as menées et quel est derrière ton why et ton pourquoi tu as envie de créer tout ce contenu pour aider la communauté francophone internationale à peut-être avoir un peu plus d'informations sur cette expatriation? Ouais, déjà plus de 90 épisodes au compteur. J'ai créé le podcast justement quand on est arrivé en Angleterre. Pourquoi? Parce que j'avais retrouvé du travail en France, alors que j'avais galéré en Suède, pardon. J'avais retrouvé très facilement en un mois et j'ai bossé dans une entreprise qui avait un podcast en interne. J'ai trouvé ça génial. Et c'était il y a 5 ans déjà. Donc, c'était très novateur, c'était très innovant pour cette entreprise. Moi, j'ai écouté des podcasts de replay, hein, de radio, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je voulais repartir avec un projet en me disant, je suis fatiguée de rechercher du travail. En plus, mon mari, à l'époque, je gérais toute seule mes 2 enfants à Lyon en temps plein. Je les récupérais à la garderie du soir après l'école à 18h. Ils étaient les derniers à sortir. Je me tapais 1 heure de bouchon pour aller les récupérer. Et je me suis dit en arrivant en Angleterre, en fait, tu sais quoi? Je veux pas ça. Je veux pas voilà, avoir un régime militaire à la maison. Mes enfants me disaient oui, chef, quoi. Et en rigolant, mais c'était parce qu'il fallait que ce soit militaire. C'est-à-dire que j'avais mes dîners de la semaine près, j'étais toute seule à gérer les deux parce que mon mari avait déjà commencé son contrat en Angleterre. Donc, quand on est arrivés tous en Angleterre, j'ai dit, bon, il me faut un projet à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je travaille dans la com. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée un podcast. Et surtout, j'en avais
assez parce qu'on lit plein d'articles sur les femmes expats, sur le cliché des femmes expats, et j'avais vu que c'était plus complexe. Alors, il y en a hein, qui se mettent les doigts de pied en éventail, et c'est OK, elles sont contentes avec ça, et voilà, pas de jugement, chacun fait comme il a envie. Mais je me disais, mince, mais il y a une autre réalité qu'en fait, les gens, ils ne voient pas. C'est que l'autre moitié, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, en général, c'est quand même les 3/4 du temps, c'est une femme. L'égalité homme-femme n'est pas encore là. Les 3/4 du temps, cette personne-là, elle a le sentiment de s'être sacrifiée pour la carrière de l'autre. Et elle tourne en rond. Et surtout, au final, elle se réinvente et elle fait un projet de dingue. Donc, la motivation du podcast, c'était montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés, vraiment toutes les facettes. La partie parentalité, on en a parlé beaucoup. Les femmes qui se réinventent à l'étranger, mais aussi il y a quelques retraités qui aussi partent en expatriation. Enfin, vraiment, de voir les différents profils de personnes qui partent, pourquoi ils partent, et surtout de montrer à quel point ça les a fait grandir. Je suis très branchée développement personnel, et c'est vrai que, waouh, toutes les choses qu'on fait à l'étranger, parce qu'on est en dehors de sa zone de confort, c'est fou. Déjà, rien qu'apprendre une langue, combien d'invités m'ont dit dans le podcast, en fait, jamais je l'aurais fait. Apprendre le suédois, jamais j'aurais fait. Créer une entreprise, jamais j'aurais fait. Enfin, voilà, c'est magique. On a des super pouvoirs, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Expat Heroes. C'est tout d'un coup, voilà, on a des super pouvoirs qui poussent, des super capacités qu'on ne se serait pas cru capable en France, ou qu'on n'aurait peut-être pas développé aussi rapidement. Il y a un effet accélérateur en expatriation. Tout va plus vite, tout va plus vite. Ça fait déjà 10 ans et j'ai l'impression que ça fait 3 ans. Et à la fois, j'ai fait tellement de choses, donc c'est très bizarre. La notion du temps est très étrange. Donc la motivation, elle était là, montrer la réalité de l'expat loin des clichés, et puis de donner de l'énergie à ceux qui se retrouvent à l'étranger et qui se disent « je suis perdu, je ne comprends pas ». Parce que certains partent avec tellement d'attentes et une idéalisation aussi du pays. Et tout n'est pas rose, quoi. Tout n'est pas rose. Il y a le manque des proches aussi. J'avais une invitée qui m'avait dit je me sens tellement décalée quand je revois mes parents. Et elle disait en rigolant, mais c'est pas comme Netflix, quoi. Tu n'as pas un résumé des épisodes passés, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a une sorte de blanc. Elle, de ce côté, a vécu tellement d'expériences, et quand elle veut les partager, c'est le silence. Il n'y a pas d'excitation parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est très difficile. Et eux, de leur côté, ont vécu plein de choses, mais sur WhatsApp, tu ne peux pas tout partager. C'est pas pareil. Donc, voilà. On parle de tout. On parle de tout. On parle de tout, du couple. On parle de l'éloignement avec les proches, on parle de la difficulté de trouver un emploi, on parle de la difficulté d'apprendre la langue, les différences culturelles qui peuvent être choquantes aussi. J'avais un papa qui a vécu en Inde, et il avait des petites filles blondes, et les gens, ils faisaient que de leur pincer les joues. Et apparemment, ça porte chance de pincer les joues de petites filles blanches, mais c'est choquant pour lui, culturellement. C'est très choquant. Et puis à la longue, voilà. Et à la longue, voilà, exactement. C'est pas acceptable, quoi. Donc, c'est tout ça. On parle de tout ça et c'est passionnant. Je continue à apprendre plein de choses. J'interroge aussi des experts de l'expatriation, comme l'experte que je t'ai citée sur la question de l'identité de l'enfant expatrié, comment l'aider à voilà, avoir des racines aussi. C'est pas parce qu'il bouge partout que c'est pas un individu à part entière avec une identité forte. Voilà, c'est tout ça. Et puis en parallèle, j'ai créé une formation pour aider d'autres gens à créer leur podcast. J'ai trouvé ça tellement génial que j'avais envie d'accompagner d'autres personnes, et surtout de dire, c'est pas parce que t'es pas journaliste, t'es pas ingénieur du son, tu connais rien à la technique, tu peux le faire quand même, et j'aide les gens à le faire. Ok, c'est super. Je pense que les gens, de toute façon, au travers de cette interview, ils ont revu un peu ta passion pour l'expatriation, et puis derrière,
Je mettrai en description tous les liens, donc si vous voulez en découvrir un peu plus sur le travail de Christina, vous verrez tout dans la barre de description. Je te remercie encore, Christina, pour ton temps et pour cette longue interview. J'espère que ça aidera peut-être des futures femmes expatriées ou des personnes qui sont déjà expatriées et qui se posent quelques questions sur quoi faire, peut-être aussi qui rencontrent actuellement des petites difficultés dans leur famille. Peut-être voilà, que la discussion qu'on aura eue aujourd'hui les aidera. Je te remercie, Christina. Merci. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like